Bonjour à toutes et à tous. Honoré de Balzac naît à Tours le 20 mai 1799. Sa famille est le fruit des mutations de l'époque qui voit émerger une petite bourgeoisie, à l'image de son père, directeur des vivres de la 22e division militaire. Si la beauté des paysages tourangeaux semble avoir marqué l'enfance d'Honoré, ses premières années ne sont pas celles de l'innocence et du bonheur. Sa mère, une jeune femme de 21 ans mariée à un homme qui en a 53, ne donne guère d'affection à son fils aîné. Heureusement, Honoré est très proche de sa petite sœur Laure, future Madame Surville, avec laquelle il instaure une complicité qui ne s'éteindra jamais. En 1807, Honoré découvre la solitude du pensionnat à Vendôme. Il revient à Tours en 1813 comme externe. Dès l'année suivante, en 1814, et alors que l'heure de la Restauration a sonné en France, la famille Balzac s'installe dans la capitale. 2 ans plus tard, Honoré entame des études de droit tout en suivant le métier de clerc de notaire. Son employeur, Jean-Baptiste Guillaume Merville, inspirera plus tard le personnage de Derville, présent notamment le colonel Chabert. À 20 ans, Honoré de Balzac est bachelier en droit, mais il renonce à la carrière de juriste. Il veut être écrivain. Dès 1820, Balzac rédige ses premières œuvres. Il se concentre sur le théâtre et traite la Révolution anglaise. Mais son Cromwell reçoit un accueil défavorable. Tout comme la plupart de ses futures pièces, il ne sera jamais joué. Face à ces difficultés, Balzac ne renonce pas. Il se consacre à l'écriture alimentaire, en publiant des romans d'aventure sous divers pseudonymes. Certaines de ses œuvres sont d'ailleurs le fruit de collaborations. À défaut d'exprimer son génie, Honoré travaille son style. À cette époque, il est l'amant de Laure de Berny, une femme de 22 ans son aînée. À partir de 1825, Balzac tente l'aventure de l'édition avant de s'essayer à l'imprimerie 1 an plus tard. Les résultats sont désastreux et le crible de dettes quasiment pour le reste de sa vie. En 1828, il décide de limiter ses ambitions à la littérature, ou tout du moins à l'écriture, puisque ce sont ses articles de presse qui lui donnent l'argent pour survivre. C'est ainsi que jusqu'en 1833, Balzac se consacre essentiellement au journalisme, où, après la Révolution de Juillet, il affiche ses convictions légitimistes. Il convoite d'ailleurs un poste de député en 1831, sans y parvenir. Par ailleurs, il affiche déjà un goût du luxe qu'il n'aura jamais les moyens d'assumer. Durant cette décennie, hormis une nouvelle tentative malheureuse dans la presse avec la création de la Revue parisienne, Balzac ne se hasarde plus dans des projets aventureux. Il se contente d'être le cauchemar des éditeurs, en corrigeant sans relâche ses manuscrits. Il va jusqu'à provoquer 17 allers-retours avec l'imprimeur avant d'accepter une version définitive. Il poursuit la rédaction de son œuvre La Comédie humaine, ainsi que sa relation épistolaire avec l'Ukrainienne Ève Hanska. À partir de 1843, les 2 amants se décident à suivre une vraie relation, faite de voyages en Europe. Balzac dépense des fortunes, espère un enfant qui sera mort-né avant que le mariage puisse aboutir le 14 mars 1850. Malade, fatigué par de nombreuses crises cardiaques, épuisé par son travail et ses excès, Honoré de Balzac s'éteint le 18 août 1850 à Paris, dans son palais de la rue Fortuné. Il s'agit là d'expliquer la passion exclusive et absolue d'un père pour ses filles, l'indigence et la déchéance progressive de cet homme qui se ruine et se fait l'esclave de ses filles, qui le renient et qui ont honte de lui. Eugène de Rastignac est le fils d'une famille de province de renom, parent de Madame la Vicomtesse de Beauséant par les Marsillac, et soutenu par elle, il se voit ouvrir les portes des meilleurs hôtels et des plus grandes fortunes. Ébloui par les fastes du monde, Eugène délaisse ses études pour conquérir la noblesse. Et c'est sur Madame de Nucingen qu'il jette en premier son dévolu, avant de se tourner vers sa sœur, Madame de Restaud. Vautrin, qu'il côtoie à la pension Vauquet, lui explique que l'honnêteté ne sert à rien et que pour obtenir promptement la fortune, il faut être riche ou le paraître et être un chasseur de millions. Les uns chassent à la dot, les autres chassent à la liquidation.
C'est la chasse à l'ado que propose Vautrin à Rastignac en lui désignant Victorine Taillefer, la jeune pensionnaire chlorotique de la pension Vauquet. En effet, Victorine, déshéritée au profit de son frère, se verrait alors l'héritière de la fortune familiale si celui-ci venait à disparaître. Vautrin l'a bien compris, et c'est la chasse à la dot qu'il propose à Rastignac. Le complot est le suivant. Vautrin se charge de mandater un de ses hommes de main pour tuer en duel le frère de Victorine. Ce service que Vautrin estime à 200 000 francs, payable après le mariage de Rastignac avec la riche héritière, épouvante Eugène, qui cherchera une autre voie en devenant l'amant de Madame de Restaud. « La fortune à tout prix, s'écrie Rastignac, or et amours à flot. Mais comme Vautrin n'a pas tenu compte du refus d'Eugène, il prépare le duel qu'il a prémédité. Rastignac est invité par Madame de Nucingen. Il est élégant, il est transformé. Il est toutefois effrayé par les dépenses auxquelles il doit faire face. Il hésite. Il a demandé une avance financière importante à sa mère et à ses sœurs. C'est le sort qui décide. L'arrestation de Vautrin fixe l'avenir de Rastignac. Après s'être saigné aux 4 veines pour ses 2 filles, le vieux Goriot apprend soudain leur tragédie. Madame de Nucingen est ruinée par son mari, qui a engagé sa dot dans des spéculations hasardeuses. Madame de Restaud avoue qu'elle a payé les dettes de son amant, le comte Maxime de Trailles, en vendant les bijoux appartenant à la famille de son mari, qu'elle est ruinée elle aussi, et qu'elle a ruiné ses enfants. Cette scène sauvage est l'une des plus belles et des plus poignantes des œuvres de Balzac. Les cris et la douleur du vieux Goriot, lorsqu'il voit s'écrouler le rêve de toute sa vie, ses désirs de vengeance, les accusations et les reproches qu'il porte contre lui-même dans son désespoir. Pour lui, ce drame est la résultante de l'éducation laxiste et passionnée vouée à ses enfants trop gâtés. La jalousie et la haine des 2 sœurs qui s'insultent devant lui. Cette haine résulte notamment de la différence sociale qui existe à l'époque entre la bourgeoisie et la noblesse. La noblesse ne se mêle pas et ne reçoit pas la bourgeoisie. Delphine, en refusant sa porte à sa sœur, lui ferme tous les salons où brillent l'esprit et la fortune. Anastasie ne pardonnera jamais cette insulte à sa sœur. Goriot, accablé de douleur, impuissant devant cette avalanche de millions à trouver en quelques heures, est foudroyé par une congestion cérébrale. C'est dans cette chambre sinistre, glacée, dénuée de tout, et où sanglotent ses 2 filles chéries, que tout le monde croit riche, heureuse et enviée, qu'agonisera le pauvre père. C'est une image frappante de ces tempêtes qui naissent du choc furieux des passions contre les digues infranchissables que les lois et le monde dressent devant elles. Le roman se termine avec la mort terrible du père Goriot, qui jusqu'à son dernier souffle espérera la visite de ses filles en vain. Seuls Rastignac et Bianchon, l'étudiant en médecine et pensionnaire à la maison Vauquet, soigneront et assisteront le pauvre père dans son agonie. Malgré leurs instances et leurs prières à Anastasie et Delphine pour que leur père ait une sépulture digne de lui, aucun argent ne leur sera délivré. C'est Rastignac et son ami le médecin qui se dévoueront et se cotiseront en dernier hommage au vieil homme pour lui offrir le corbillard et la messe des pauvres. Au cimetière, les 2 carrosses armoriés, symboliques mais vides de leurs occupants, suivront le convoi. Seuls Bianchon et Rastignac, écœurés de tant d'indifférence, de tant de sécheresse de cœur, accompagneront sincèrement le défunt dans sa dernière demeure. La dernière image célèbre est celle de Rastignac, contemplant du haut du Père-Lachaise les beaux quartiers qui s'étendent de la place Vendôme aux Invalides et leur jetant son cri de rage. À nous 2 maintenant. Une pension bourgeoise. Nous sommes à l'automne 1819 à Paris, dans une petite rue du quartier latin qui s'appelle la rue Neuve Sainte-Geneviève. Dans cette rue se trouve la pension Vauquet, un bâtiment misérable où vivent des pensionnaires tout aussi misérables. Pour ceux qui sont curieux, c'est aujourd'hui la rue de Tournefort, parallèle à la rue Mouffetard. Elle croise la rue du Pot-de-Fer. Balzac décrit la pension Vauquet avec minutie, car elle annonce la misère matérielle et morale de ses habitants.
Parmi les pensionnaires, on trouve Eugène de Rastignac, issu d'une famille noble désargentée d'Angoulême, montée à Paris pour faire son droit. Victorine Taillefer, une jeune fille abandonnée par son père et son frère qui sont pourtant riches. Une pauvre veuve s'occupe d'elle, Madame Couture. Vautrin est un homme dans la force de l'âge, jovial, mais au passé mystérieux. On apprendra plus tard que c'est un forçat évadé du bagne de Toulon. Le portrait de Vautrin contient un double langage qui révèle toute la duplicité du personnage. On trouve enfin dans la pension Vauquet 3 personnes âgées. Mademoiselle Michonneau, Monsieur Poiret et bien sûr le père Goriot, dont nous allons bientôt découvrir l'histoire. Toute cette galerie de personnages retarde le début du roman, mais il faut voir l'œuvre de Balzac comme un grand zoo où les types humains sont comme autant d'espèces différentes. Dans l'avant-propos de la comédie humaine, Balzac écrit « La société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie. Madame Vauquet, c'est la propriétaire des lieux. Toute sa personne explique la pension, comme la pension explique sa personne. Elle règne au milieu de ce petit monde et s'occupe de ses pensionnaires à la mesure de ce qu'ils payent. En clair, son avarice explique la plupart de ses actes. Lors de son arrivée dans sa pension, le père Goriot lui avait donné des espoirs de mariage, de richesse et d'honorabilité. Cet homme était alors un riche négociant qui prenait sa retraite. Vermicellier, il avait fait fortune dans le commerce des pâtes d'Italie. Mais progressivement, le vieil homme est devenu misérable et a dû changer de chambre pour finalement habiter la mansarde, la pièce la moins coûteuse de la pension. Tous les pensionnaires désormais le méprisent et se moquent de lui. De temps en temps, de jeunes femmes très bien habillées lui rendent visite. On le soupçonne de dépenser tout son argent pour les entretenir, mais lui s'obstine à les appeler ses filles. Avec la pension Vauquet, Balzac nous a fait découvrir, pour ainsi dire, les bas-fonds de Paris, mais avec le jeune Eugène de Rastignac, il va maintenant nous faire découvrir la haute société. En effet, petit à petit, le jeune homme néglige ses études pour découvrir le beau monde parisien. Grâce à sa tante, il parvient à se faire inviter au bal de Madame de Beauséant, qui est une lointaine cousine. Eugène est ébloui par le bal, et plus encore par la belle comtesse Anastasie de Restaud. En lui rendant visite le lendemain, il croise un jeune homme, Maxime de Trailles, en qui il reconnaît immédiatement un rival. Cependant, Eugène est chaleureusement accueilli par le comte de Restaud et sa femme, surtout lorsqu'ils apprennent qu'Eugène est un parent de Madame de Beauséant. Lors de la conversation, il évoque le père Goriot. Immédiatement, les visages se ferment et ils se retrouvent poliment, mais rapidement congédiés. Décidé à comprendre la raison de ce brusque retournement, il se rend chez Madame de Beauséant, qui est alors en compagnie d'une bonne amie à elle, la duchesse de Langeais. Eugène oriente la conversation sur le père Goriot. La duchesse de Langeais se fait un plaisir de raconter l'histoire du vieil homme. Le pauvre homme est fou de ses 2 filles, Anastasie et Delphine. Autant vous dire qu'Eugène est stupéfait d'apprendre qu'Anastasie de Restaud est la fille du vermicellier. La duchesse poursuit. Ce Goriot n'a qu'une passion, il adore ses filles. Il a juché l'aînée dans la maison de Restaud et greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier. Ses filles ont d'abord voulu le ménager, mais il a bien vu qu'elles avaient honte de lui. Il s'est sacrifié parce qu'il était père, il s'est banni de lui-même. Il a donné sa fortune pour les marier. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues. Eugène de Rastignac est indigné par cette histoire. Madame de Beauséant est elle aussi choquée par ce récit, mais elle se fait plus cynique. Eh bien, cher cousin, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir, je vous aiderai. Delphine de Nucingen est très jalouse de sa sœur. Elle serait prête à tout pour entrer dans mon salon. Je vous permets de la séduire en utilisant mon nom. Mais restez honnête et ne faites rien de compromettant. Ce passage est particulièrement important. Dans un conte de fées, la fée marraine aurait donné un objet magique au chevalier. Ici,
la lointaine cousine autorise le jeune étudiant à utiliser son nom comme une clé pour entrer dans un monde merveilleux. Le soir même, Eugène prend la défense du père Goriot devant les pensionnaires, en révélant qu'il est le père d'une baronne et d'une comtesse. Qui vexera le père Goriot s'attaquera à moi, il vaut mieux que nous tous. De retour dans sa chambre, il écrit à sa mère et à ses deux sœurs, les suppliant de bien vouloir lui envoyer leurs dernières économies. C'est le seul moyen de réussir à Paris. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux, je les remplacerai bientôt. Comme le font observer les frères Goncourt dans leur journal, le roman depuis Balzac n'a plus rien de commun avec ce que nos pères entendaient par ce roman. En effet, il n'hésite pas à nous montrer ce que le monde a de plus scabreux, et c'est cela qui révolutionne le roman de l'époque, bien avant Zola, Flaubert et Maupassant. À part le père Goriot, tous les personnages de la pension Vauquer se montrent égoïstes à leur manière. Le jeune Rastignac, qui jusqu'alors avait tout du héros romantique, est aussi étrangement dénué de scrupules quand il s'agit de dépouiller sa mère et ses sœurs pour réussir dans le monde. Quelques jours plus tard, Rastignac reçoit 2 sacs d'argent, avec lesquels il s'empresse de payer d'avance son loyer. Vautrin complimente le jeune homme sur son ambition, puis il le prend à part et lui confie un moyen de faire fortune rapidement. Le père de Victorine est un vieux coquin, un banquier, principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique, auquel il veut laisser son bien, au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. J'ai un bon ami, un ancien militaire, qui pourrait se charger de mettre à l'ombre ce frère indigne. Victorine deviendrait l'unique héritière de la fortune de son père. Faites aujourd'hui la cour à une jeune personne pauvre et désespérée. Vous préparez un mariage solide qui vous rapportera des millions le moment venu. Rastignac, horrifié, refuse le marché, mais Vautrin lui donne 15 jours pour réfléchir. Ce marché met le jeune Rastignac en face d'un choix difficile. D'un côté, la proposition de sa cousine, parvenir en louvoyant dans la société au moyen de l'hypocrisie, de l'autre, la proposition de Vautrin qui implique d'avoir recours au crime. Notre roman trace bien le parcours initiatique d'Eugène de Rastignac. En effet, il se trouve dans la première partie de la comédie humaine, les scènes de la vie privée. Pour Balzac, les scènes de la vie privée représentent l'enfance, l'adolescence et leurs fautes. Le soir même, Rastignac se rend au théâtre des Italiens avec la vicomtesse de Beauséant. À quelques loges de là, ils aperçoivent Delphine de Nucingen. Rastignac se fait présenter et commence à la séduire. La baronne semble réceptive au charme du jeune homme. « Je n'ose pas vous proposer de rester près de moi, monsieur, » lui dit-elle. « Quand on a le bonheur d'être auprès de madame de Beauséant, on y reste. Mais, lui dit à voix basse Eugène, il me semble, madame, que si je veux plaire à ma cousine, je demeurerai près de vous. » De retour rue Neuve-Sainte-Geneviève, il s'empresse de frapper à la porte du père Goriot et lui raconte sa soirée. Le plaisir d'entendre parler de sa fille bien-aimée illumine la physionomie du vieux père. Les deux personnages se lient d'amitié. Le lendemain, Rastignac retrouve Delphine qui semble désespérée. Elle lui demande de bien vouloir miser de l'argent à la roulette pour elle. Rastignac gagne 7000 francs. Delphine lui confie alors ses difficultés financières et conjugales. Son mari s'est accaparé de la fortune que lui avait laissée son père et ne lui laisse que le strict nécessaire. Les deux jeunes gens passent la soirée aux Italiens, dans la loge de Delphine, où ils se tiennent la main, et se promettent de se revoir souvent. Rastignac est devenu l'amant de Delphine. De retour à la pension Vauquer, Rastignac raconte à nouveau sa soirée au père Goriot, qui est désespéré d'apprendre que ses filles sont malheureuses. Il envisage de traîner ses gendres en justice. Dans les jours qui suivent, Rastignac sort beaucoup. Il rencontre ses premiers succès en société, car sa relation avec Delphine lui attire une certaine estime dans le monde. Mais les dîners et les bals coûtent cher, et Delphine joue avec les sentiments de son jeune amant. La pension Vauquer est le centre de gravité,
d'où part toute l'histoire. Puis certaines scènes se renouvellent. La loge aux Italiens, les entretiens avec le père Goriot. De dépit, il regarde parfois mademoiselle Taillefer d'une manière tendre. Victorine a toujours eu un faible pour le jeune homme. « Auriez-vous des chagrins, monsieur Eugène ?»« Quel homme n'a pas ses chagrins ?» répond Rastignac. « Si nous étions sûrs, nous autres jeunes gens, d'être bien-aimés, avec un dévouement qui nous récompensa des sacrifices que nous sommes toujours disposés à faire, nous n'aurions peut-être jamais de chagrin. » Au lieu de répondre, mademoiselle Taillefer lui jette un regard sans équivoque. Vautrin arrive à ce moment-là, provoquant le départ de la jeune fille. Il y aurait donc alors promesse de mariage entre monsieur le chevalier Eugène de Rastignac et mademoiselle Victorine Taillefer. « Monsieur, je ne suis pas votre complice, dit Eugène. Mon jeune ami, si vous vouliez devenir mon élève, je vous ferais arriver à tout. Mais ne vous décidez pas tout de suite, je vois que vous êtes troublé. » Et Vautrin s'en va sans laisser à Rastignac le temps de répondre. Dans cette deuxième partie, Balzac nous a fait découvrir un monde plus complexe qu'il n'y paraît. Chaque personnage est animé d'une volonté propre, avec des intérêts qui convergent, ou qui entrent en conflit avec celui des autres. Baudelaire parle des personnages balsaciens dans son essai sur l'art romantique, en 1869. Tous ces personnages sont doués de l'ardeur vitale dont il était animé lui-même. Toutes ces fictions sont aussi profondément colorées que les rêves. Depuis le sommet de l'aristocratie jusqu'au bas-fond de la plèbe, tous les acteurs de sa comédie sont plus âpres à la vie, plus actifs et rusés dans la lutte, plus patients dans le malheur, plus goulus dans la jouissance, plus angéliques dans le dévouement que la comédie du vrai monde ne nous les montre. Monsieur Poiret et mademoiselle Michonneau sont assis sur un banc du jardin des plantes, au soleil. Ils causent avec un certain monsieur Gondureau, un homme de la police. Celui-ci leur fait une révélation étonnante. Eh bien, nous avons maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin, logé dans la maison Vauquet, n'est autre que Jacques Collin, forçat évadé du bagne de Toulon, où il est connu sous le nom de Trompe-la-Mort. Puis, il demande à mademoiselle Michonneau de donner à Vautrin un somnifère qui simulera une crise d'apoplexie. Il sera alors facile de vérifier si Vautrin porte sur l'épaule la marque des bagnards. Pendant ce temps, Rastignac est désespéré par les coquetteries de Delphine, qui vient de le renvoyer un peu brusquement. Il se laisse aller à échanger avec Victorine les plus douces promesses. La jeune fille n'a jamais été aussi heureuse. Vautrin voit tout cela d'un œil satisfait. Mais le père Goriot arrive à ce moment-là et prend le jeune homme à part pour lui parler de Delphine. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein? Elle vous a renvoyé de force et vous êtes parti fâché. Nigo dinos. Elle m'attendait. Comprenez-vous? Nous sommes allés vous préparer un bijou d'appartement dans lequel vous déménagerez dans 3 jours. Vous y serez comme un prince. » Le père Goriot habitera lui-même dans une chambre de bonne au-dessus de l'appartement de Rastignac. Le soir même, Vautrin sert le vin, puis glisse à l'oreille d'Eugène. Cette nuit même, le colonel comte Franchessini vous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura une petite fortune. Le vin donné par Vautrin au jeune homme était narcotisé. Eugène ne tarda pas à s'évanouir. Victorine est la première à ses côtés. Elle prend la tête du jeune homme sur son épaule, pendant que Vautrin fait des plaisanteries sur le mariage à venir des 2 tourtereaux, puis il fait mine de les bénir en imposant ses mains au-dessus de leur tête. Une fois Vautrin parti, Victorine, aidée de madame Vauquet et de madame Couture, met Eugène dans son lit. Le lendemain est le jour le plus extraordinaire de la pension Vauquet. Au moment du café, mademoiselle Michonneau verse la potion du policier Godineau dans la tasse destinée à Vautrin. À ce moment, un domestique de Taillefer arrive précipitamment et s'adresse à Victorine. « Mademoiselle, un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. » Vautrin commence à sourire,
Mais la potion fait soudainement effet, et il tombe raide, comme s'il était mort. Mademoiselle Michonneau trouve le tatouage sur l'épaule du forçat pendant que les autres convives ont peine à comprendre ce qui se passe. La police arrive peu de temps après, au moment où Vautrin reprend ses esprits. Vautrin se comporte avec panache. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes. » Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Le père Goriot arrive à ce moment-là. Il emporte Rastignac dans son nouvel appartement, où il retrouve Delphine. Le vieux père et la fille achèvent de convaincre Eugène d'accepter cette générosité. Pendant ce temps, à la pension Vauquet, Mademoiselle Michonneau et Poiret sont accusés d'avoir apporté une mauvaise réputation à l'établissement. Ils sont mis dehors par les autres pensionnaires. Madame Vauquet est bouleversée de perdre en un jour presque la moitié de ses internes. Dans cette troisième partie, Vautrin est évincé. C'était pourtant le personnage qui possédait la plus forte volonté, et à certains égards, son regard acerbe pouvait faire penser qu'il incarnait le regard de Balzac lui-même. Mais il utilisait les mauvais moyens. Balzac nous montre un univers où l'hypocrisie est plus efficace que le meurtre. Rastignac et le père Goriot font les derniers rangements dans leur chambre rue Neuve-Sainte-Geneviève quand Delphine entre précipitamment chez son père. Rastignac tend l'oreille à travers la cloison. Menacé d'un procès par le père Goriot, le comte de Nucingen a révélé sa véritable situation. Il a engagé tous ses capitaux dans des affaires frauduleuses. Il pourrait disparaître du jour au lendemain et laisser sa femme seule et ruinée. Eugène entend le père Goriot tomber à genoux et se reprocher d'avoir donné pour époux un tel homme à sa fille chérie. À ce moment, arrive Anastasie de Restaud. Elle est aussi désespérée. Son mari a découvert qu'elle avait vendu des bijoux de famille pour couvrir les dettes de jeu de son amant, Maxime de Trailles. Les deux sœurs commencent à se disputer, au point que le vieux père Goriot fait un malaise. Goriot tombe malade. Rastignac fait venir son camarade Bianchon, qui est étudiant en médecine. Après un bref diagnostic, il indique que le vieux père Goriot n'en a plus pour très longtemps. Eugène se rend immédiatement auprès de Delphine pour lui apprendre la condition de santé inquiétante de son père. Mais il trouve son amante habillée et prête pour aller au bal. Malgré ses reproches, il se retrouve entraîné chez Madame de Beauséant. Après le bal, Rastignac retourne au chevet du père Goriot. Celui-ci est proche de la mort et commence à délirer. Eugène se précipite d'abord chez la comtesse Anastasie de Restaud, qui est en pleine querelle avec son mari. « Monsieur, dites à mon père que s'il connaissait la situation dans laquelle je suis, il me pardonnerait. Il en va de la vie de mes enfants. Dites à mon père que je suis irréprochable envers lui, malgré les apparences. » Eugène se rend ensuite chez Delphine de Nucingen. « Je suis souffrante, mon pauvre ami. J'ai pris froid en sortant du bal, mais je serais au désespoir d'avoir le moindre tort à vos yeux. J'irai dès que mon médecin sera venu. » Puis, elle lui donne une bourse qui contient 70 francs, et lui promet de le rejoindre au plus vite. Le père Goriot, comprenant que ses filles ne viennent pas, commence à délirer. Si elles ne viennent pas, mais je serai mort dans un accès de rage. La rage me gagne. Elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé. Cela est clair. Voilà ma récompense, l'abandon. Ce passage révèle la dimension tragique du destin du père Goriot, fatale depuis le début du roman. Seuls Bianchon et Rastignac assistent aux derniers instants du père Goriot. Le vieil homme meurt en pleine hallucination. Croyant que ses filles sont venues auprès de lui, il prononce ces mots dans son dernier souffle. « Ah, mes anges !» Juste à ce moment, on entend dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. Ce n'est pas Delphine, mais Thérèse, la femme de chambre des Nucingen. « Monsieur Eugène, dit-elle, monsieur et madame se sont disputés à propos de l'argent qu'elle demandait pour son père. Elle s'est évanouie, le médecin est venu, il a fallu la saigner, elle criait « Mon père se meurt, je veux voir papa !» Des cris à fendre l'âme. « Allez, Thérèse,
C'est trop tard de toutes les façons, Monsieur Goriot n'est plus. Encore plus tard, la comtesse de Restaud fait son apparition. Elle pleure en voyant le visage du mort. Je ne me suis pas échappé assez tôt. De retour dans la salle principale de la pension, les pensionnaires apprennent la mort du père Goriot. En guise d'oraison funèbre, Madame Vauquet dit « Tant mieux pour lui qu'il soit mort ». Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément sa vie durant. Eugène paye l'enterrement du père Goriot avec le reste des 70 francs de la bourse que lui a laissée Delphine. Le père Goriot est enterré dans l'indifférence générale. Les prêtres sont pressés d'en finir. Et les filles du père Goriot se contentent d'envoyer leurs domestiques ainsi que des voitures armoriées à leur nom, mais vides. Rastignac, resté seul, ensevelit ses derniers scrupules avec une larme pour le père Goriot. Il fait quelques pas vers le haut du cimetière et contemple Paris et tout le beau monde qui s'offre à ses pieds. Avec un mélange d'ambition et de volonté de vengeance, il prononce ces mots grandioses. « À nous deux maintenant ». Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Après la mort du père Goriot, Rastignac deviendra un personnage cynique et arriviste, prêt à tout pour réussir. Il parviendra effectivement à faire son chemin dans la haute société grâce à des opérations frauduleuses et à des luttes d'influence. En effet, elle annonce l'évolution à venir du personnage de Rastignac dans la comédie humaine. Il apparaîtra dans plusieurs romans, Les Illusions perdues, Le bal de Sceaux, Le cabinet des antiques, La maison Nucingen, La peau de chagrin. Rastignac est le sujet d'une double tentation, celle du touchant père Goriot empli d'amour qui lui offre sa fille, celle du fascinant Vautrin qui lui offre un crime pour se faire une place dans ce monde où l'intérêt personnel prime. C'est au milieu de ce tiraillement que Rastignac va faire son éducation, tout entier investi dans la découverte de la société et des femmes. Roman initiatique, le père Goriot est également, de prime abord, énigmatique. Eugène doit en effet déceler la vérité sur chacune des personnes peuplant cette mortifère pension Vauquet. Les règles relationnelles y sont le faux-semblant, le mensonge et la dissimulation. Mais ce microcosme est aussi un excellent point de départ pour explorer Paris. Ainsi, il peut vérifier les dires de Vautrin en visitant le faubourg Saint-Germain, qui accueille l'aristocratie, et la chaussée d'Antin, où logent les nouveaux riches. Et Madame de Beauséant a tôt fait de lui faire comprendre les mêmes conclusions que le prisonnier évadé. Mieux vaut bannir les bons sentiments et les principes éthiques dans ce Paris sauvage. Il s'agit de posséder les bons savoir-faire, mais il est une condition fatale à la réussite parisienne, celle de l'argent. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune moyen ultime de faire. Ainsi, monnaie fait tout. Et le père Goriot est condamné par son incapacité à maîtriser ses passions. Amoureux de l'argent et de ses filles, ces dernières tarissent le premier. Et manquant d'argent, il perd ses filles. Ce roman fait assister à la naissance d'un monde nouveau, incarné au mieux par Paris et ses habitants guindés, à la noblesse factice. La comédie humaine se chargera de le décrire et de l'analyser, avec pour commencement ce père Goriot qui fait se rencontrer en un même endroit des êtres en fin de parcours, le père Goriot lui-même, des jeunes gens pour qui tout commence dans ce nouveau monde, comme Rastignac, ou bien des marginaux qui agissent finalement de la même manière que la norme, Vautrin. Ils témoignent tous, d'une manière différente et avec des succès divers, de la dégradation générale résultant d'une société individualiste où l'entraide n'est plus envisageable. Pour preuve stylistique de cette diffraction, le roman multiplie les intrigues. Ce roman fait place à un narrateur omniscient, tandis que le lecteur voit les autres à travers le point de vue de Rastignac. Le lecteur est donc plus puissant par son savoir que le personnage. De même, on peut relever la proximité entre l'auteur et Vautrin.
Ce dernier témoigne du monde balsacien et propose effectivement à Rastignac l'écriture de son destin. En refusant celle-ci, la relation écrivain-personnage ne perd pas en force. Rastignac, dans son refus, s'affirme comme héros, dont les yeux seront définitivement ouverts par la mort du père. Le père Goriot, héros éponyme du roman, doit mourir, épuisé d'avoir aimé sans retour. L'indifférence de ses filles n'est que le résultat de l'éloignement social qu'ont provoqué leurs mariages respectifs, et, peut-être, un peu de ce désir de s'échapper d'une présence paternelle débordante. Pour preuve, Goriot aurait voulu vivre dans les appartements aménagés pour les adultères de ses filles. Sa mort, en plus d'être un modèle de narration où se mêlent intelligemment pathétique et tragique, termine l'initiation de Rastignac en lui dévoilant l'ultime horreur du monde. Les passions et les idées fixes ne sont source que de souffrance et de déception dans cette vie affreuse. Il faut donc, pour l'envisager, ravaler ses larmes et dominer sans scrupule. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.